Eh bien, après la guerre, dans les années 60, 70, on a commencé à utiliser, entre autres, des pesticides pour améliorer le rendement agricole. Et c'est en 1970-75 que le célèbre et non moins voyou Monsanto a mis sur le marché son fameux désherbant dont je ne voudrais pas faire de publicité. Et depuis les années 70, 75, 80, bien, on a vu la production de pesticides augmenter régulièrement pour atteindre actuellement des valeurs de l'ordre de 80 000 tonnes par an. Et on considère, là je parle de la France, qui se situe quand même dans le top 3 des utilisateurs de pesticides eu égard à la surface agraire, et on considère qu'il y a eu des milliards, je dis bien des milliards de tonnes de pesticides déversés depuis qu'ils ont été mis sur le marché, non pas en France, mais dans le monde. Des milliards de pesticides ont été répandus sur les terres agricoles de la planète. C'est le premier message. Le deuxième message, vous avez remarqué dans votre quotidien, dans votre activité, que l'on a substitué progressivement au verre du matériel plastique. Et progressivement, s'est développée également l'utilisation de micro-ondes. Et donc, on voit là une deuxième porte d'entrée des perturbateurs endocriniens, puisque les barquettes contiennent des phtalates et elles sont recouvertes de bisphénol A. Deux perturbateurs endocriniens dont l'effet est incontestable et qui se sont associés, additionnés à la pollution par les pesticides. Troisièmement, vous savez qu'aucun vêtement n'est actuellement, ou très peu de vêtements sont fabriqués en France, et donc la majorité, sinon la totalité, des slips, t-shirts, etc., qui proviennent de Chine, sont contaminés par des produits chimiques. Quatrièmement, on utilise de plus en plus, je dis on, ce sont surtout les femmes, encore qu'il y ait guère de différence entre les sexes avec le temps, de cosmétiques et de produits de beauté, qui sont des vecteurs incontestables de perturbateurs endocriniens. Cinquièmement, n'oubliez pas que les détergents, les produits, les muscles, les colorants sont hautement toxiques et on en utilise là aussi régulièrement. Enfin, je dois dire que à cette menace invisible, insidieuse, s'ajoute régulièrement, à travers, au fond, les données de la science, s'ajoutent de nouveaux produits qui apparaissent comme des perturbateurs endocriniens. Et le prototype de ces produits chimiques, ce sont les nanoparticules. Les nanoparticules se retrouvent dans les cosmétiques, dans les médicaments, dans les aliments, bref, dans tout notre univers, et on sait maintenant que l'oxyde de titane, le dioxyde de titane et d'autres nanoparticules sont des perturbateurs endocriniens. Et enfin, les métaux lourds, que l'on considérait comme des facteurs de pollution, mais limités à la fois dans le temps et dans l'espace, eh bien, les métaux lourds apparaissent, notamment le plomb, l'arsenic, comme le mercure, comme des perturbateurs endocriniens. Donc, au total, il y a plus de 50 000 à 100 000 produits chimiques de synthèse qui ont envahi notre environnement. Alors, le retentissement chez l'homme est considérable. Pourquoi ? Parce qu'il va toucher le fœtus, le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent,
et que cette contamination va se poursuivre tout au long de la vie. Donc, premièrement, la cible est d'autant plus sensible qu'on touche des périodes de vulnérabilité. Ces périodes, je viens de vous les citer, sont représentées par la vie fœtale, donc le fœtus est à très haut risque, deuxièmement la période néonatale, puis l'enfance et enfin l'adolescence. Alors, cette contamination, elle va s'exprimer dès la période néonatale par l'existence de malformations génitales chez le garçon, par l'existence de retard de croissance, par l'observation de plus en plus importante de troubles du comportement, du développement intellectuel, ce qui a fait dire à une de mes collègues que notre cerveau était en péril. Une contribution de ces perturbateurs endocriniens au développement de l'obésité, qui est un problème crucial, mais non pas en tant qu'obésité, mais par toutes les conséquences qu'elle entraîne. Les pubertés précoces chez la fille, dont je vais parler, qui là encore, au-delà du caractère purement esthétique, soulève des problèmes psychologiques, médicaux, sociaux, sociétaux. On est là au cœur d'une pathologie dont la fréquence est en augmentation exponentielle et qui surtout va impacter la vie d'adulte. L'ONU considère que l'augmentation des maladies chroniques eu égard à la contamination par les perturbateurs endocriniens est telle que nos systèmes de santé ne pourront pas y faire face dans les années qui viennent. On a évalué le coût des perturbateurs endocriniens en Europe. Il se chiffre en termes de milliards d'euros et il représente plus de 10% du produit national brut. C'est là le problème. Et le problème est d'autant plus aigu et d'autant plus préoccupant qu'en contaminant le fœtus, on va générer des maladies à l'âge adulte. Est-ce que vous me comprenez? Vous touchez un testicule fœtal, vous agressez un testicule fœtal, l'homme risque d'avoir sa spermatogénèse qui diminue de 50%, comme c'est le cas actuellement. Vous touchez un ovaire fœtal, la femme aura soit une ménopause précoce, soit des troubles de la fertilité. C'est quand même préoccupant. Donc, au-delà de ce tableau clinique chez l'enfant qui est extrêmement vaste, je devrais y ajouter l'asthme, dont l'augmentation est de l'ordre de 30% ces dernières années, l'asthme de l'enfant, des maladies inflammatoires qui ne cessent d'augmenter. On a rapporté il y a quelques mois l'existence de maladies cardiovasculaires en relation avec... Bref, et je ne parle pas des pathologies d'adultes, qui ne sont pas de mon domaine, mais par exemple, le cancer du sein chez la femme connaît une augmentation qui est hautement significative, puisqu'on considère qu'une femme sur 7, et peut-être même plus, aura un cancer du sein à relativement jeune. La maladie d'Alzheimer, le Parkinson explose. Donc, si vous voulez, on est là, au cœur d'une problématique de santé publique. Moi, je parle de scandale sanitaire qui touche en priorité mon domaine, la pédiatrie, c'est-à-dire le fœtus, le nouveau-né, l'enfant et l'ado, et qui va continuer de s'exprimer tout au long de la vie pour générer des pathologies chroniques à l'âge adulte dont l'augmentation et la prévalence ne cessent d'augmenter. Il est là le problème. Moi, je crois profondément à la démocratie participative. Je crois beaucoup au rôle du citoyen. Regardez, pour le glyphosate, ce sont des pétitions de 2 millions, 3 millions qui ont réussi, ou tout au moins j'ai la faiblesse de le croire, à infléchir les décisions françaises. N'oubliez pas que cet été, le ministre de l'Agriculture était prêt à introduire un nouveau pesticide tueur d'abeilles. Quand il a annoncé, les ONG et les associations de défense de l'environnement sont montées au créneau. Et il a fait marche arrière. Nous avons contribué à travers nos associations et nos réseaux, d'ONG j'entends, réseaux sont des réseaux sains de citoyens, à obtenir des pétitions
extrêmement importante pour la suppression du glyphosate. Vous me direz, vous n'avez pas gagné le combat. Certes, vous n'avez pas eu de victoire, puisqu'on le maintient pour 5 ans, mais initialement, Monsanto avait mis tous les moyens financiers, lobbyistes, etc., pour obtenir une autorisation sur 15 ans. Donc, on gagne un combat, on n'a pas obtenu de victoire. Donc, première étape, l'information. Je pense qu'il faut informer les citoyens. C'est fondamental. Sur le plan médical Sur le plan médical, etc. Ce type de réunion est décisif. Deuxièmement, il faut former les médecins. Il faut transmettre aux médecins tous les dangers et les informer sur la subtilité d'une pathologie qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Moi, j'ai été formé à diagnostiquer une pathologie qu'on voit, mais celle qui est insidieuse, qui s'infiltre et qui va s'exprimer à distance, elle est difficilement palpable par le médecin, et le médecin quotidien, le médecin libéral, l'omnipraticien, je dis bon, oui, ça va, ok. Donc ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, il faut obtenir un relais des politiques. Et nous avions, en Languedoc-Roussillon, 2 députés très impliqués dans l'environnement, le docteur Bapt à Toulouse et M. Roumégas à Montpellier, qui se sont battus et qui ont contribué à obtenir un certain nombre de décisions, sinon de lois ou d'arrêtés. Eh bien, il faut continuer au niveau des hommes politiques à partager, il faut qu'ils soient des relais de cette information. Mesure essentielle en tant que citoyens, nous devons demander l'abolition des pesticides. Il n'y a pas de réduction, il faut abolir les pesticides. Il faut interdire l'usage. D'autres pays l'ont fait, l'agriculture n'a pas sombré. C'est faux. Donc il faut abolir. Deuxièmement, il faut mettre en garde les utilisateurs contre toutes les formes de contamination. Par exemple, une femme enceinte utilise en moyenne 30 cosmétiques. Or, tous les 30 contiennent des produits dangereux. Donc, il faut informer la femme enceinte, puisque c'est là qu'elle va rentrer dans une période à haut risque, puisque contrairement à ce qu'on pensait, le placenta n'est pas une barrière, c'est une éponge. Et donc le fœtus va absorber tout ce que la mère inhale, tout ce qu'elle respire et tout ce qu'elle utilise sur sa peau. Donc ce fœtus en voie de développement, dont les organes sont en voie de différenciation, eh bien, va recevoir tous les messages chimiques que sa mère absorbe, boit ou reçoit par passage transplacentaire. Donc, première étape, il faut informer la femme enceinte. C'est un combat que nous menons depuis très longtemps. Il faut protéger le fœtus. C'était le titre c'était la première page d'un Midi Libre il y a 15 ans. Protéger le fœtus, à la suite de nos premiers travaux. Il y a 15 ans. Donc, c'est vous dire que le combat est long, qu'il est lent. Il est lent à transiter à travers toutes les barrières. Il faut que le citoyen, le consommateur, devienne consommateur. C'est le message essentiel. Faute de quoi, à travers ce que nous savons sur la transmission transgénérationnelle, nous allons vers une catastrophe pour les générations futures. Je vous signale, pour conclure, pour ceux qui auraient quelques interrogations sur mon discours, qu'on peut trouver alarmiste, mais peu importe, je suis réaliste. Eh bien, pour étayer le danger dans lequel nous sommes et les risques qui nous attendent, je me permets de vous dire qu'il y a quelques semaines, une publication de très haut niveau faisait état de la disparition de 70% des insectes dans le monde. 80% des abeilles ont disparu. Il n'y a quasiment plus d'insectes. Et que dans les fosses marines, 11 000 mètres, on trouve des crustacés contaminés par les pesticides. Donc, notre biodiversité, qui est quand même notre
base de survie est complètement altérée par les perturbateurs endocriniens.